C'est vous qui avez peint ces tableaux? Ouais, je suis en panne de tubes. De tubes de Ah oui, peinture. donc je peux plus peindre, alors que c'était idéal pour peindre. Confinement. Je comprends. Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien à distance. D'abord, vous qui auscultez le temps depuis longtemps, est-ce que vous aviez imaginé un seul instant être confronté presque physiquement à cette expérience du temps à travers le confinement? Non, personnellement, j'avais jamais imaginé qu'une telle chose soit possible, ce mélange très paradoxal d'urgence et de grand calme, d'hyper-connectivité numérique et de jachère sociale, on pourrait dire, et puis de course contre la montre pour certains et de confinement tranquille pour les autres. Vraiment, je ne pensais pas vivre cela. Je me suis beaucoup intéressé à la vie dans les prisons. J'ai enseigné en prison parce que j'étais fasciné par cette expérience du confinement, et je ne pensais pas en être moi-même le sujet ou l'objet, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Comment vous le vivez personnellement? Les 10 premiers jours ont été des moments assez, assez jouissifs, même si j'étais bien conscient des drames qui se jouent à l'extérieur, mais ça m'a permis de reprendre la main sur le cours de ma vie, de faire des choses qui étaient en retard. Mais depuis quelques jours, là, je pense, et bien que je sois dans une situation très privilégiée, je commence à trouver ça assez dur. Ce confinement est partagé par la moitié de la planète. 4 milliards de personnes sont confinées. Est-ce que c'est pour vous, ce confinement, la première expérience collective du temps? Oui, c'est un fait mondial, c'est un fait social total, comme dirait Marcel Mauss. C'est-à-dire, ça concerne tout le monde. Je ne pensais pas qu'un jour, un petit virus serait capable de confiner la moitié de l'humanité. Je m'attendais à ce qu'il y ait des confinements, comme il y en a eu dans le passé, qu'ils soient locaux, qu'ils soient dans un pays ou dans une région, mais le fait qu'ils concernent presque tous les pays de la planète de la même façon fait que nous sommes dans un mode d'existence qui est devenu universel, mais il ne faut pas se leurrer, la façon dont on vit le confinement est extrêmement inégalitaire. C'est une affaire de mètres carrés, de bibliothèques, de vie intérieure, de solitude, de disposition plus ou moins grande à l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour la santé des autres, mais aussi pour la situation économique. Et donc, je ne crois pas que ce soit une expérience d'ennui qui suppose une sorte de détachement par rapport au cours du temps. C'est au contraire une période qui renvoie chacun à lui-même de certaine façon. Antonin Artaud a écrit un livre que j'ai relu il y a peu de temps, avant l'épidémie, mais il se trouve que ça coïncide parfaitement avec ce qui nous arrive. Ce livre s'appelle Le théâtre et son double. Et Artaud dit que une épidémie, il parle de la peste, a ceci de commun avec le théâtre qu'elle oblige, dit-il, les hommes à se voir tels qu'ils sont. C'est-à-dire, une épidémie, ça fait tomber les masques. C'est une expression qui est un peu curieuse compte tenu de la querelle aujourd'hui sur le port du masque. On est mis à nu, c'est-à-dire que le confinement, c'est une sorte de chalumeau existentiel. C'est-à-dire que tous les travestissements de nos vies ordinaires sont pulvérisés par ce travail de décapage. C'est un produit décapant, hein, finalement. Mhm. Et dans cette mise à nu, le temps, on a l'impression qu'il passe beaucoup plus lentement, qu'il se dilate et qu'il s'épaissit. Comment l'expliquer? Dans le monde d'avant, on était soumis à une superposition de présents multiples. On travaille, en même temps, on peut être dérangé par son téléphone, par son ordinateur, et donc on peut vivre comme ça l'impression d'être complètement déphasé par rapport aux autres et d'être en retard par rapport au cours de l'histoire. Pendant ce confinement, j'ai l'impression que l'humanité s'est resynchronisée. C'est-à-dire on est synchrone avec le monde, on n'a plus l'impression d'être en retard par rapport au monde, on a pris le rythme du monde d'une certaine façon, et ça me semble tout à fait fascinant parce que j'ai l'impression que ce virus, il a inversé la flèche du temps. Je m'explique. Si vous vous souvenez des discussions que nous avions dans les médias ou ailleurs il y a 2 mois, eh bien, on parlait beaucoup de l'effondrement à venir, de la fin du monde. On faisait joujou avec cette idée. On était pris dans une sorte de présentisme absolu. On ne parlait que du présent. Le futur était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique. Et là, au bout de quelques semaines de confinement, de quoi parlons-on? Du monde de demain. Et donc, Mhm. c'est incroyable qu'en quelques semaines, l'idée de la fin du monde ait été détrônée par l'idée du monde de demain. Il y aura un monde de demain. Donc ça veut dire qu'il y aura une césure temporelle, du moins dans la perception, dans notre rapport au temps, il y aura l'avant, il y aura l'après. Oui, mais est-ce que l'après sera vraiment différent de l'avant?
C'est-à-dire que si on regarde les travaux des historiens, moi je suis pas historien, mais j'ai lu quelques textes sur la peste noire, par exemple, sur d'autres épidémies des siècles passés, et on voit que dans presque tous les cas, après leur achèvement, il y a eu la mise en place de mécanismes d'amnésie collective. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait pu apprendre comme leçon pendant l'épidémie a été oublié après, comme si la priorité était de réactiver la vie d'avant de façon encore plus frénétique. Et les épidémies dans le passé n'ont pas changé la façon de gouverner, de produire, de croire. Elles ont simplement accéléré les recherches en médecine. Les grands progrès de la médecine sont dus à des épidémies, mais pour le reste, on a l'impression que le monde d'après n'est pas forcément très différent du monde d'avant. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le coronavirus, il se pourrait que cette sorte de fatalité historique soit démentie par les faits, parce que, en fait, personne n'était vraiment à l'aise avec le monde d'avant. Et donc, cette histoire est une opportunité qu'on peut saisir ou non pour faire en sorte que le futur qui nous attend soit un peu plus conforme à ce que nous désirons. La question est de savoir comment le construire, comment le penser. Et là, il y a une opportunité qu'on peut saisir de penser le futur en tenant compte d'une part de ce que nous savons, d'autre part de ce que nous voulons, et enfin de ce que nous sommes en train d'apprendre grâce à cette expérience. On apprend des choses. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, par exemple, on voit que certains métiers complètement oubliés font tourner la société en ce moment. C'est grâce à eux qu'on arrive à survivre, à se nourrir, que nos ordures sont débarrassées, que nous sommes soignés. Et c'est des gens qui, dans la vie courante, sont plutôt en bas de l'échelle et qu'on a tendance à oublier. Et là, on voit que certains métiers oubliés ou ignorés ont une utilité sociale bien plus grande que certains autres qui sont plutôt mis en avant dans les périodes dites normales. Et il serait bien que, à ce propos, nous n'ayons pas d'amnésie collective, qu'on se souvienne de cela dans la suite. Et que dire du temps des scientifiques qui s'est considérablement accéléré, hein. L'ensemble des chercheurs sur la planète cherchent un traitement ou un vaccin. Vous comprenez qu'ils soient sommés d'agir aussi vite? Mais les scientifiques, enfin, moi je vois qu'il y a un conflit de temporalité. Il y a la temporalité de la recherche, qui est lente. Il faut mettre en place des protocoles, une méthodologie qui est coûteuse en temps. Et là, on peut, parce qu'il y a urgence, accélérer la mise en place de ces protocoles. Et c'est ce qui se fait. Moi, j'ai des collègues qui travaillent 20 heures par jour à essayer de mettre au point des tests ou peut-être plus tard un vaccin. Et puis, il y a la temporalité politique qui, en situation d'urgence, réclame qu'on prenne des décisions. Et ces décisions, finalement, elles sont prises dans un climat d'incertitude et d'incomplétude des connaissances. Et les chercheurs sont soumis à une énorme pression parce que, de notre part, nous voudrions qu'ils en disent beaucoup plus que ce qu'ils savent. Et ça les met en porte-à-faux. Et j'entends dire parfois que on est presque en situation de guerre et donc la méthodologie, l'académisme, il faut l'oublier. Et parer au plus pressé, évidemment, je m'oppose à cela. Vous disiez tout à l'heure que on vivait dans le monde d'avant, dans une forme de présentisme, de dictature de l'urgence. On redécouvre au fond ce que c'est que d'avoir du temps dans le confinement et parfois même jusqu'à en perdre la notion du temps. Comment on va sortir de tout ça? Est-ce qu'on va sortir avec un peu de nostalgie de ce temps qui passe plus lentement et vouloir en garder une miette? Ben, vous l'avez dit, moi je pense que le fait d'avoir le temps, et certains d'entre nous ont plus de temps que d'habitude, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens dans mon entourage qui sont confinés et ultra débordés, mais bon, la plupart d'entre nous ont plus de temps que d'habitude. Et comme vous l'avez dit, ça fait perdre la notion de temps. On ne sait plus si on est mardi ou mercredi. Les jours de la semaine ressemblent aux jours du week-end. Et puis la temporalité de la journée n'est plus scandée par des rendez-vous, par des ancrages, par des marqueurs, de sorte qu'on perd la notion de temps. Et moi, j'essaie pour mon propre compte, mais je ne vais pas me transformer en coach en confinement. Il y en a suffisamment qui s'expriment ici ou là. Il n'y a pas de leçon à donner, mais moi, j'essaie de faire en sorte d'accepter le confinement comme une obligation sanitaire, mais de ne surtout pas m'y habituer. Parce que si on s'y habitue, alors on va avoir du mal à se déconfiner et on va avoir du mal à retrouver un rythme de vie qui est, par exemple, plus conforme à son tempérament. Il y a une grande Donc question. il faudrait sortir du confinement à toute vitesse? Écoutez, ça va être une expérience intéressante. Moi, la question qui me taraude, et j'espère qu'on pourra y répondre collectivement, c'est est-ce que les gens qui vivent le mieux le confinement étaient des gens qui, dans le monde d'avant, étaient les plus actifs, les plus débordés? Ou est-ce qu'au contraire, ils vivent le confinement comme une occasion de faire une pause? En fait, le confinement modifie ce que j'appellerais notre barycentre existentiel. Plus personne ne vit exactement comme avant.
Notre barycentre s'est déplacé. On est chez soi, mais on ne sait pas toujours où on habite. Le fait d'être chez soi empêche de savoir où on habite. Est-ce qu'on est encore dans son activité professionnelle? Est-ce qu'on peut l'importer chez soi? Quelle est la part des relations familiales? Quelles sont celles qui vont survivre au confinement? Quelles sont celles qui vont se déliter? On sent bien qu'on va plus être tout à fait les mêmes après, mais on retrouvera une place. La question est de savoir si cette place sera la même qu'avant. Il y a aussi une borne temporelle qui a été posée par le président de la République. On verra si elle est respectée ou pas. Le 11 mai, sortie progressive du confinement. Du coup, jusqu'au 11 mai, le temps va aller beaucoup plus vite. Moi, je pense que c'est important d'avoir un jalon comme ça, et plutôt que de subir une sorte de supplice chinois où tous les 15 jours ou toutes les semaines, on reprend une semaine de plus. Le fait, moi, à titre personnel, quand j'ai appris que c'était le 11 mai, j'ai eu une petite déprime parce que je trouve ça vraiment très, très long. Mais au moins, on est fixé. Alors que l'incertitude ajoute une forme d'anxiété supplémentaire. Au fond, s'il fallait retenir une seule chose de votre compréhension du temps dans ce confinement, ce serait quoi? Disons que le confinement, ça ne va rien changer aux équations de la physique, hein. Notre façon de comprendre le temps même n'est pas modifiée par la modification de la perception que nous en avons. Mais en fait, le confinement, il est toujours présenté comme quelque chose de temporel. On se demande combien de temps il va durer. Alors qu'en fait, on est toujours prisonnier du temps. Le temps, à la différence de l'espace, c'est une sorte d'étreinte vis-à-vis de laquelle nous ne pouvons être que passifs. On ne peut pas changer sa position dans le temps. Donc on est toujours confiné dans le temps. Et le confinement dont nous parlons, c'est une double peine. C'est-à-dire, en plus du confinement temporel qui est systématique, c'est un confinement spatial qui fait que tout d'un coup, nos appartements, nos maisons se sont transformés en cages et notre liberté de mouvement a été supprimée. Et donc, moi, je dirais que le confinement, c'est une affaire spatiale d'abord. Et évidemment, la durée de ce confinement a un effet sur la façon de le vivre. Mais la relation entre l'espace et le temps me semble se démontrer là de façon plus nette. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas voir loin dans l'espace, vous avez plus de mal à penser le futur. C'est comme si le bornage de votre regard bornait votre propre imagination. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Étienne Klein. Et je vous souhaite de passer le meilleur des confinements possible. Écoutez, je viens de lire un petit texte de Sioran, là, magnifique. Je ne vous recommande pas de lire Sioran en ce moment, hein. Mais bon, on lui demande que faites-vous du matin au soir? Et la réponse de Sioran, c'est je me subis. Merci beaucoup.